Un soir d'hiver, dans mon appartement de Bourg-en-Bresse, j'ai découvert que mon propre fils, celui que j'ai élevé avec tout l'amour d'une mère, avait tenté de me tuer pour toucher mon assurance vie. Ce que j'ai découvert ensuite, des complices à un plan bien orchestré, allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur l'amour maternel. Je crois que toute mère se souvient du jour où elle a donné la vie. Moi, je me souviendrai du jour où j'ai failli la perdre, à cause de mon propre fils. C'était un soir de janvier, glacé comme un cœur fermé depuis longtemps. Bourg-en-Bresse était enveloppé d'un silence blanc. Dans mon vieux appartement de la rue Charles-Robin, les radiateurs peinaient à lutter contre l'humidité des murs. J'avais passé l'après-midi à tricoter un pull pour ma petite fille et Clara, en attendant qu'Hugo vienne me rendre visite comme il le fait parfois, quand il n'a rien de mieux à faire. Il est arrivé à 19 heures pile, une boîte de chocolat dans les mains et un sourire figé sur le visage. Il m'a embrassé sur le front, puis s'est précipité dans la cuisine comme s'il connaissait déjà le chemin. Ce qu'il a préparé ensuite restera gravé dans ma mémoire. Un chocolat chaud à l'ancienne. Comme quand j'étais petit, m'a-t-il dit. Je n'ai jamais aimé le chocolat chaud. Ce goût épais, trop sucré, m'écœure. Mais ce soir-là, quelque chose m'a poussé à en boire une gorgée. Peut-être la nostalgie. Peut-être ce besoin stupide de croire que mon fils, malgré ses silences, m'aimait encore un peu. Mais dès la première gorgée, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Un goût amer, métallique, s'est imposé sous ma langue. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mes tempes ont martelé un avertissement. Et quand j'ai vu la manière dont Hugo me regardait, trop attentif, trop patient, les mains crispées sur ses genoux, j'ai su. Quelque chose clochait. Et pour la première fois depuis qu'il est né, j'ai eu peur de mon propre enfant. Je n'ai pas fini ma tasse. Je l'ai posée doucement sur la table basse en feignant la fatigue. Tu sais, Hugo, j'ai eu une journée bien remplie. Ce tricot m'a épuisée. Peut-être qu'on pourrait continuer cette discussion demain ? Il m'a observé quelques secondes. Il a hoché la tête, souri, mais ses yeux n'ont pas suivi. Ce n'était pas le sourire d'un fils heureux de voir sa mère. C'était un sourire administratif, vide, comme s'il validait une étape d'un plan. Il a rangé la cuisine un peu trop vite, pris la tasse vide et jeté un regard furtif vers l'évier. Ce n'est qu'en entendant l'eau couler, beaucoup trop longtemps, que j'ai compris, il ne rinçait pas, il effaçait. Je me suis levée, tremblante. Non pas à cause de mon âge, mais parce qu'un froid nouveau m'envahissait. Un froid venu de l'intérieur. Celui de la trahison qui commence à se former dans l'ombre. Quand il est parti, après un long silence gênant et un baiser froid sur ma joue, j'ai verrouillé la porte à double tour. Puis je me suis effondrée dans le fauteuil de pierre, celui qu'il aimait tant. Mon défunt mari aurait su, lui. Il aurait deviné. Il aurait protégé. Mais moi j'avais du mal à y croire. Ce n'était pas possible. Hugo, mon Hugo, celui que j'ai élevé seul pendant des années après le licenciement de Pierre, celui pour qui j'ai cousu des manteaux l'hiver avec mes propres chutes de tissu, celui que j'ai nourri même quand je ne mangeais pas. Et pourtant, j'ai mal dormi cette nuit-là. J'avais des images floues de mains tremblantes vers un flacon. Un mot revenait sans cesse. Poison. À 5 heures du matin, je me suis levée avec une idée fixe, fouillée. Pas par paranoïa, par instinct. Un instinct vieux comme le monde. Celui d'une mère qui sait, sans preuve, que quelque chose a basculé. Et ce que j'ai trouvé, dans la poche intérieure de sa veste laissée sur le dossier de la chaise, allait changer à jamais tout ce que je croyais savoir sur mon fils. Je n'étais pas certaine de ce que je cherchais, mais je savais que je ne pouvais plus me permettre de détourner les yeux. La veste d'Hugo, une parka noire qu'il traîne depuis des années, était suspendue comme un fantôme sur le dossier de ma vieille chaise en osier. Elle sentait le tabac froid et l'humidité. Mes doigts tremblaient. Mon cœur tambourinait, pas à cause de l'âge, à cause de la peur.
Dans la poche intérieure gauche, j'ai trouvé un petit flacon en plastique transparent. Aucun nom dessus, aucun logo. Juste une étiquette blanche déchirée où l'on devinait encore les restes d'un mot, azépam. Le flacon contenait un liquide clair, visqueux. En le tenant à la lumière, j'ai vu qu'il en manquait un peu. Mon estomac s'est noué. Du diazépam? Du lorazépam? Je ne suis pas médecin, mais je reconnais les terminaisons. Des sédatifs, des anxiolytiques puissants. Mélangés à de l'alcool ou à d'autres substances, ils peuvent ralentir le cœur, provoquer des chutes, des pertes de connaissance. Accidents. Comme ceux que l'on ne questionne pas trop quand il s'agit d'une vieille dame vivant seule. J'ai immédiatement reposé la veste, comme si elle pouvait me brûler. Puis j'ai reculé lentement, sans faire de bruit. J'avais envie de vomir. Je suis allée jusqu'à l'évier et j'ai vidé le reste du chocolat chaud, d'un geste sec, violent. Il ne fallait pas qu'il sache que je savais. Et surtout, il ne fallait pas que je sois seule avec lui, de nouveau sans être préparée. Ce matin-là, j'ai appelé mon médecin, le docteur Rousseau, un homme discret et droit, qui m'a suivi pendant la maladie de Pierre. Je ne savais pas encore quoi lui dire. Mais j'ai pris rendez-vous. Pour un contrôle de routine, ai-je dit. Il a accepté de me recevoir l'après-midi même. Avant de sortir, j'ai caché le flacon dans une enveloppe Kraft. Il y a des choses que seule la vérité peut purifier. Mais je ne savais pas encore que cette vérité allait devenir un labyrinthe, dont chaque couloir sentait la peur. Je suis arrivée au cabinet médical un peu avant l'heure, serrant mon sac contre moi comme une armure. Le ciel était d'un gris sale au-dessus de Bourgogne. Et les rares passants semblaient tous pressés d'échapper au froid ou à leur propre lassitude. La salle d'attente était vide. Seule la pendule au-dessus de la porte d'entrée faisait entendre sa voix. Tic, tac, tic, tac. Comme une menace. Madame Bernard, venez, je vous en prie. Le docteur Rousseau m'accueillit avec son éternel calme. Petit, chauve, il avait ce regard doux de ceux qui en ont vu trop sans jamais juger. Je me suis assise lentement face à lui, dans son bureau tapissé de dossiers et d'odeurs d'antiseptiques. « Ce n'est pas pour un contrôle de routine, ai-je dit d'une voix basse. J'ai besoin de vous montrer quelque chose. J'ai sorti l'enveloppe Kraft et je l'ai posée devant lui. Il a levé les yeux vers moi, intrigué, puis a ouvert avec soin. Lorsqu'il a vu le flacon, ses sourcils se sont froncés. « Où avez-vous trouvé ça, Clémence ?» J'ai tout raconté. Pas d'un trait. Non. Mais comme on saigne. Lentement, avec douleur. Le chocolat chaud, le goût métallique, le regard d'Hugo, la poche de la veste. Je voyais les yeux du docteur changer. Il ne me prenait pas pour une vieille femme paranoïaque, il m'écoutait. « Vous avez eu raison de venir. Ce flacon, ce n'est pas un médicament délivré en pharmacie. Il est probablement manipulé. Une préparation artisanale, peut-être détournée de son usage d'origine. » Il a saisi son téléphone et pris une photo du flacon. Je vais le faire analyser discrètement. Et je vais aussi vous examiner. Juste au cas où, après quelques minutes de test, tension, cœur, réflexe, il a murmuré « Il n'y a pas de traces visibles d'intoxication, mais restons prudents. Vous avez déjà consulté un avocat ?» « Un avocat ? Non. Je voulais juste comprendre, pas accuser. » Il a posé une main sur la mienne avec douceur. « Clémence, ce que vous vivez est grave. Il faut vous protéger. Et surtout, ne plus rester seule avec lui. » J'ai hoché la tête. Mais au fond de moi, une autre voix siennement criait « C'est mon fils, mon enfant. Comment peut-on même envisager cela ?» Mais la réalité ne demande jamais la permission. Et ce que je n'avais pas encore découvert était bien plus sombre que ce que j'imaginais. Le soir même, de retour chez moi, je n'ai pas allumé la télévision. Le silence me semblait plus sûr. J'écoutais les bruits de l'immeuble comme on guette les signes d'un tremblement de terre. Le pas lourd du voisin du dessus,
les pleurs d'un nourrisson dans l'appartement d'en face. Et rien d'Hugo. Il ne m'a pas appelé. Pas un mot, pas un message, comme s'il attendait que je m'endorme, définitivement. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel du docteur Rousseau. Sa voix était plus ferme que d'habitude. « Clémence, j'ai demandé un coup de main à un collègue du laboratoire de toxicologie. Ce qu'il a trouvé dans le flacon, ce n'est pas un médicament à usage courant. C'est un mélange de diazépam, d'alcool éthylique et d'un sédatif vétérinaire. Très dangereux et surtout impossible à obtenir légalement en pharmacie. » Je me suis tue. Je crois que mon cœur s'est arrêté un instant. Puis il a ajouté « Et ce n'est pas tout, je me suis souvenu d'un détail. Il y a 2 semaines, une ordonnance est arrivée ici, à mon nom, avec votre nom en tant que patiente, pour ce genre de substance. Une ordonnance ? Mais je n'ai rien demandé. Je sais, j'ai vérifié. Ce n'est pas mon écriture. Une imitation, mais assez habile. L'ordonnance a été déposée dans une petite officine de l'autre côté de la ville, celle près de la zone industrielle. Ils ont refusé de délivrer le produit. Heureusement. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Hugo avait falsifié une ordonnance. En mon nom. Et en celui du docteur. Il était prêt à m'endormir, à me faire passer pour une vieille confuse qui avale ses médicaments sans vérifier. Mais pourquoi ? Pour mon assurance ? Pour la maison ? Non. Ce n'était pas juste une question d'argent. Il y avait autre chose. Une main derrière la sienne, une influence. « Est-ce que vous avez entendu parler de Laurent Dumas ?» lui ai-je demandé d'un coup. Le silence du docteur fut révélateur. « Oui, » murmura-t-il. Un ancien aide-soignant. Radié pour vol et violence. Pourquoi ce nom ? Je n'étais pas sûre. Pas encore. Mais ce nom revenait parfois dans les discours décousus d'Hugo. Laurent dit que Laurent connaît des solutions. Toujours dans les moments où il parlait d'argent, de dette, de sortir la tête de l'eau. Je venais de comprendre que mon fils n'était pas seul et qu'il s'apprêtait à aller plus loin que je n'aurais jamais imaginé. Les jours suivants, j'ai perdu le compte du nombre de fois où mon cœur a sauté dans ma poitrine. Hugo revenait chez moi comme si de rien n'était, jouant la comédie de l'indifférence. Ses sourires étaient de plus froids, plus calculés. Il me racontait ses journées avec une nonchalance glaciale, mais il m'observait trop, attendait trop, comme s'il espérait quelque chose. Je savais qu'il préparait quelque chose. Mais quoi ? Un matin, alors que je tricotais encore pour Clara, j'ai entendu la porte d'entrée grincer. Je me suis levée brusquement, juste à temps pour voir la silhouette d'un homme dans le couloir. C'était Laurent Dumas. J'ai sursauté. J'ai fait un pas en arrière, le regardant, figé. Que faisait-il là, dans mon appartement ? Un sourire carnassier se dessinait sur ses lèvres, comme s'il avait l'habitude de se déplacer dans l'ombre, loin des regards des innocents. Il n'avait pas l'air d'avoir peur. Pas un seul instant. Il était venu pour moi, comme un prédateur qui connaît bien sa proie. « Bonjour, Madame Bernard », dit-il d'un ton trop calme pour être sincère. « Je crois que vous et moi avons des choses à discuter. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bougé. Le silence entre nous était lourd, oppressant. Il s'est approché lentement, comme s'il mesurait chaque pas qu'il faisait dans mon espace. Je ne pouvais pas bouger, comme pétrifiée par la vérité qui se tissait dans l'air. « Vous savez, Madame, Hugo, il est un peu dans l'impasse, des dettes, des faux amis. C'est pour ça que j'étais là, pour lui apporter une solution. Une solution qui ne vous concernerait pas, bien sûr. Juste un petit coup de pouce pour votre fils. » J'ai compris. Laurent Dumas était l'architecte de tout ça. Il était l'ombre derrière la main de Hugo, celle qui l'avait poussé dans ce gouffre. « Vous ne touchez pas à mon fils, ai-je dit, la voix brisée mais ferme. Si vous croyez que je vais me laisser faire, vous vous trompez lourdement. » Le sourire de Laurent s'élargit et il s'avança encore un peu. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais qu'il était trop fort pour moi. Mais il n'avait pas pris en compte une chose.
ma volonté de protéger Hugo, même s'il ne la méritait plus. Je vous conseille de garder votre calme, Madame Bernard. Il est encore temps pour vous de vous retirer de tout ça. Je n'ai pas répondu. J'ai juste observé cet homme, ce monstre, qui m'avait fait entrer dans ce cauchemar. Et dans cette même seconde, une idée a jailli dans mon esprit. Ce n'était pas Hugo qui était la clé, c'était Laurent. Il avait sous-estimé ma détermination. Le silence de la pièce après le départ de Laurent était presque insupportable. Il m'avait laissé là, dans l'ombre de ses menaces, mais avec quelque chose de plus, une certitude. Ce que je croyais être une simple trahison de la part d'un fils était en réalité un piège bien plus vaste, un complot où les ombres se mêlaient à la lumière. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai revu chaque détail de la rencontre. Les gestes de Laurent, son regard, sa manière de jouer avec les mots. Il savait. Il savait que j'avais compris. Quand le téléphone a vibré à 2 heures du matin, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. C'était un numéro inconnu. Mais je n'ai pas hésité. J'ai décroché. Madame Bernard, c'est Laurent. Écoutez bien, vous avez 1 heure pour faire ce que je dis. Hugo vous doit beaucoup. Il a accepté notre plan, mais vous allez devoir faire un choix. Ma main tremblait autour du combiné. Vous allez recevoir un colis. Il contient tout ce que vous devez savoir. Si vous voulez que tout se passe bien pour Hugo, vous devrez prendre une décision ce soir. Si vous tentez de prévenir la police, tout est fini. Vous comprenez ? J'étais figée. La voix de Laurent était comme un poison, lentement en train de m'envahir. Mais quelque chose en moi s'est éveillé. Une énergie nouvelle, une rage froide et déterminée. J'ai répondu d'une voix ferme. Vous ne m'intimidez pas. Je vais vous faire payer pour ce que vous avez fait. Et vous allez regretter de m'avoir impliqué. Il a éclaté de rire. Je ne suis pas le seul à jouer ici, Madame Bernard. N'oubliez pas que tout cela est une question de timing. Vous n'avez qu'1 heure pour décider de votre avenir et celui d'Hugo. Le silence est tombé. Le téléphone a raccroché. Je suis restée là, pétrifiée, les mains moites et le cœur battant. Il venait de me pousser dans un coin. Il voulait que je fasse un choix. Mais quel choix ? Lui obéir ? L'affronter ? Je ne savais pas encore comment, mais une chose était certaine. Il allait regretter de m'avoir sous-estimé. Il y a des moments où la vie vous pousse dans un coin si étroit que vous n'avez plus d'autre choix que de tout risquer. Je ne savais pas encore comment j'allais me sortir de cette situation, mais une chose était sûre. Je ne pouvais pas laisser Hugo, mon fils, être une marionnette dans ce jeu sinistre. Le colis que j'avais reçu quelques heures après l'appel de Laurent était un morceau de l'horreur qui se préparait. À l'intérieur, il y avait des documents, des copies de mon assurance vie, des photos de la maison et une carte bancaire avec un code PIN. Rien de plus. Aucun mot, aucune explication. Mais tout était limpide. Tout avait été prévu. Il fallait que je joue selon les règles du jeu, ou bien tout serait fini. L'après-midi suivant, Hugo est arrivé chez moi comme s'il n'avait rien changé. Il m'a offert un sourire, mais il était tout de même plus nerveux que d'habitude. Il n'a pas mentionné le colis, ni le fait que je connaissais maintenant la vérité. « Maman, tu sais, j'ai trouvé un super plan pour qu'on puisse s'en sortir. Il y a des opportunités, des affaires à saisir. Tout ça va changer. » Je l'ai regardé, une lueur de défi dans les yeux. « Des affaires ? C'est ça, Hugo. Tu veux vraiment me convaincre que tout ce que tu as fait, tout ce plan que tu as monté, c'est juste pour nous aider ?» Il s'est figé, mais son regard trahissait une peur grandissante. Il savait que je savais. Il savait qu'il ne pouvait plus me manipuler. Pas cette fois. « Maman, c'est pour nous, pour notre avenir, pour tout ce que je fais, c'est pour toi. Tu as failli me tuer. C'est ça la vérité, Hugo. Tu as essayé de m'empoisonner pour l'argent, pour une maison, pour l'héritage. Mais ce n'est pas ce que je vais laisser derrière moi. Pas comme ça. » Je pouvais voir qu'il perdait pied. Il savait que le jeu était terminé, mais il n'était pas prêt à rendre les armes.
Il s'est précipité vers la porte d'entrée, presque en courant, mais je l'ai arrêté. « Arrête, Hugo, il est trop tard. J'ai un choix à faire. Et toi aussi. » Il s'est retourné, blême. « Un choix ? De quoi tu parles ? » ?»« Maman, je fais tout pour nous sauver, et toi tu… » Je l'ai coupé d'un geste sec. « Tu m'as laissé seule dans ce piège que tu as tendu, Hugo. Mais tout ça va finir. Je vais prendre la seule décision qui vaille. Tu vas aller à la police. C'est la seule façon pour que tu te sortes de ce trou que tu as creusé. Sinon, il n'y a plus de retour possible. » Il est resté là, immobile, comme pétrifié. Il comprenait la menace, mais il ne voulait pas y croire. Parce qu'au fond, il savait qu'il avait trahi la seule personne qu'il aimait inconditionnellement. Je n'avais pas dormi la nuit suivante. Après ma confrontation avec Hugo, une tourmente insoutenable avait pris place en moi. Comment avais-je pu ignorer tout cela si longtemps ? Comment avais-je pu, avec l'amour aveugle d'une mère, nourrir un serpent dans mon propre nid ? Mais une chose me tracassait plus que tout le reste, ces documents. Le colis m'avait donné des indices, mais il restait un détail important, l'essentiel, le point de non-retour. Où étaient passées toutes ces preuves ? Où se trouvaient ces fameux papiers que Laurent et Hugo avaient cachés ? Le matin, avant même que le soleil ne se lève, je suis allée chercher dans le tiroir où je rangeais habituellement mes papiers. Les documents d'assurance vie, les relevés de la maison, les papiers de la banque, tout avait disparu. Mon cœur s'est accéléré. Une panique glacée m'a envahi. Je savais qui était derrière cela. Hugo, bien sûr. Mais il ne m'avait pas simplement trahi. Il m'avait enlevé le dernier moyen de le confondre. Je suis restée là, les mains tremblantes, dans la pièce sombre, à contempler le vide dans les tiroirs. Où était-ce passé ? Puis l'idée m'a frappé comme un coup de tonnerre. Et si Hugo avait tout pris ? Si, après tout ce qu'il avait fait, il avait pris les preuves pour les brûler, pour effacer tout ce qui pouvait me sauver ? La rage est montée en moi comme une vague dévastatrice. Mais il fallait agir. Il fallait agir rapidement. Je n'avais plus le temps. Il fallait que je trouve ces documents avant qu'il ne soit trop tard. Et si Hugo les avait cachés quelque part dans la maison ? Peut-être dans l'un de ses vieux cartons ou dans l'un de ces endroits secrets où il pensait que je ne le chercherais pas. L'urgence m'a poussée à me rendre directement à son appartement, sans prévenir. Je savais qu'il n'était pas là. Il passait toujours son temps à traîner dans la ville, mais ce qui m'attendait là-bas allait changer le cours des choses à jamais. Je suis arrivée à l'appartement de Hugo avec une détermination nouvelle, mais aussi avec un sentiment de trahison profonde. Je savais que tout ce que j'avais construit, tout l'amour que j'avais donné, s'effondrait sous mes yeux, comme un château de cartes balayé par un vent cruel. L'appartement était sombre, comme d'habitude. L'air y sentait la poussière et l'humidité, une odeur de déclin que j'avais ignorée pendant trop longtemps. J'ai déambulé à travers les pièces, cherchant, scrutant chaque recoin comme une traqueuse. Mais il me manquait quelque chose. Le pire était que je savais, au fond de moi, qu'Hugo allait tout nier. Il allait tout faire pour me manipuler une dernière fois. C'est en ouvrant la porte de la cuisine que j'ai trouvé ce que je cherchais. Sur la table, un tas de papiers. Mais ce n'étaient pas des documents ordinaires. Ces papiers étaient froissés, comme si quelqu'un avait essayé de les dissimuler en toute hâte. L'odeur du papier froissé, de l'encre encore fraîche, me fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Mon regard se posa sur l'un des documents, l'assurance vie. Celle que j'avais signée sans vraiment y penser, comme beaucoup de mères le font. Une simple formalité. Et puis, il y avait d'autres papiers, des relevés bancaires, des contrats, des preuves. Je tremblais. Je les ai pris dans mes mains, une à une, comme si je touchais quelque chose de sacré, de sacrément brisé. Ces papiers ne me parlaient plus d'amour, mais de pouvoir, d'une vie volée. Et là, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Il était revenu. « Maman, tu es ici. Pourquoi ?» Sa voix, pleine de faux-semblants, me glaça les os.
Il m'avait menti tout ce temps, et maintenant il voulait encore me faire croire qu'il n'avait rien fait, que tout était pour mon bien. Hugo, viens ici, s'il te plaît. Nous devons parler. Il s'approcha lentement, ses pas hésitants, comme s'il savait que ce moment serait celui de la vérité. Il me regarda droit dans les yeux, mais je pouvais voir dans son regard cette peur qui grandissait à chaque seconde. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'une voix tremblante en pointant du doigt les papiers que je tenais fermement. « Ce sont les preuves de ta trahison, Hugo. Tu pensais vraiment que je n'allais pas comprendre ?» Il recula, comme si le poids de la vérité l'écrasait. « Maman, je voulais juste... J'avais besoin d'argent. Je ne pouvais plus respirer. J'ai fait ça pour nous, pour toi aussi, pour que tu sois tranquille, pour que Clara et Julien aient un avenir. Tu comprends pas, maman. Je l'ai coupé. » Les mots avaient perdu leur poids. Il était trop tard. « Non, Hugo. Ce que tu as fait n'a rien à voir avec l'amour. C'est de la manipulation, de la trahison pure. Tu m'as laissé dans l'ombre, tu as voulu ma mort pour vivre ta vie. Et ça, je ne le pardonnerai jamais. » Il pleura. Il se laissa tomber à genoux devant moi, les mains jointes, comme un enfant qui réclame son pardon. Mais je savais qu'il n'était plus cet enfant. Il était devenu quelque chose de bien plus sombre. « Je vais appeler la police, Hugo. C'est ce que tu mérites. Tu as voulu me tuer pour une vie, mais je vais te montrer que ce n'est pas à moi de mourir. » Il se redressa lentement, le visage marqué par la honte. Il savait qu'il avait perdu, que tout était fini. Je l'ai regardé une dernière fois, Hugo. Cette fois, il n'y avait plus de place pour la compassion. Il n'y avait plus de place pour l'illusion. Ses yeux étaient vides, perdus, comme un homme qui sait que son destin est scellé. Mais il ne m'a pas quitté des yeux. Il attendait un miracle. Il attendait que je fasse comme tant d'autres mères, oublier, pardonner, effacer. Mais je ne pouvais pas. J'ai posé les documents sur la table, un par un. Les preuves, les mensonges, l'ombre d'une vérité trop douloureuse pour être acceptée. La seringue. Il y avait cette seringue, pleine de promesses de fin. Une simple seringue qui aurait mis fin à ma vie, comme une simple formalité. Et je savais qu'il l'avait préparée, prêt à me faire passer pour un accident. Il pensait qu'avec un peu d'alcool, quelques gouttes d'un produit dans une boisson chaude, tout serait parfait. Je n'avais pas encore tout compris, mais je savais une chose. Hugo avait choisi, et il m'avait choisi moi. Comme un sacrifice, comme une simple pièce dans son jeu. Et ce jeu, je ne le jouerai plus. « Tu pensais que ça serait facile ?» lui ai-je demandé, ma voix pleine de mépris. Que j'allais laisser ça passer sans rien dire. Il a baissé la tête. Son corps tremblait, mais il ne pouvait plus fuir. C'était trop tard. Les dés étaient jetés. « Maman, s'il te plaît, pardonne-moi, je suis désolée. Je ne savais plus quoi faire. » J'ai saisi la seringue avec une fermeté glaciale, la fixant dans les yeux d'Hugo. Chaque mouvement que je faisais était un message clair. Tout ceci allait se terminer maintenant. Je vais te montrer, Hugo, ce que c'est que l'amour. Ce n'est pas ça, ce que tu m'as fait, ce que tu as fait à ta mère. L'amour, c'est le sacrifice, c'est la douleur, mais ce n'est jamais ce que tu viens de tenter. Tu vas payer pour cela. Il ne savait plus quoi dire, quoi faire. Il était terrifié. Ses jambes se sont dérobées sous lui et il s'est effondré sur le sol. J'ai pris une grande inspiration. Tu vas te rendre à la police. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Là, dans cette cuisine froide, j'ai compris quelque chose de fondamental. J'avais toujours cru que l'amour maternel était inconditionnel. Mais l'amour, dans sa forme la plus pure, n'est pas un permis de tuer. L'amour, parfois, c'est aussi laisser partir. Parfois, c'est apprendre à dire non. Le silence qui suivit mes paroles était presque suffocant. Il y avait une lourdeur dans l'air, une tension palpable entre nous. Hugo, à genoux, le visage inondé de larmes, ne bougeait plus. Il ne savait plus quoi faire, ni comment réagir. Les pièces du puzzle s'imbriquaient dans mon esprit et je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. J'avais tout perdu, ou presque. Je suis restée là, le regard fixé sur mon fils,
me demandant comment il en était arrivé là. Comment cet enfant que j'avais bercé, nourri et aimé à en perdre le souffle, pouvait-il en être arrivé à me trahir de cette manière? Cette question m'a hantée plus que tout le reste. Mais je savais, au fond de moi, qu'il n'y avait plus de place pour les questions. Il fallait agir. Pour lui, pour moi, pour notre famille. Hugo, je vais te donner un choix, ai-je dit d'une voix ferme. Tu vas te rendre à la police et tu vas tout avouer. Sinon, je ne peux plus rien faire pour toi. Il a relevé la tête, la peur dans ses yeux. Il savait que je ne bluffais pas. Je ne pouvais plus le protéger. Pas cette fois. Maman, je ne sais pas comment. Il m'a manipulée. Laurent m'a dit que c'était la seule façon, que je pouvais m'en sortir. Je me suis perdue. Je le fixais. Il était brisé, mais il avait encore une chance de se racheter, de commencer à réparer ce qu'il avait détruit. Mais je savais que ce serait difficile, que rien ne serait facile. Tu vas le faire, Hugo, ou tu vas tout perdre, répétais-je lentement. Et ce que tu perds, tu ne pourras jamais le récupérer. Je sentais que mes mots étaient durs mais nécessaires. C'était le moment où l'amour devait céder la place à la justice. Il n'y avait plus de place pour l'indulgence, ni pour lui, ni pour moi. C'était fini, ce jeu. Il était temps de rendre des comptes. Un long moment de silence s'est écoulé. Puis, enfin, Hugo a hoché la tête, ses larmes coulant silencieusement sur ses joues. Il savait que c'était la seule option qui lui restait. « Je vais le faire, maman. Je vais tout dire. Je suis désolée. » Je l'ai aidé à se relever, l'accompagnant jusqu'à la porte, prête à lui tendre la main pour la dernière fois. Mais je savais qu'en ce moment, cette main ne serait pas celle d'une mère aimante. C'était celle d'une femme qui, pour la première fois, faisait face à la réalité. Il m'a regardé une dernière fois et sans dire un mot de plus, il est parti. Il savait ce qu'il devait faire. Et moi, j'étais prête à le laisser partir. Les jours suivants furent longs, trop longs. La culpabilité me rongeait. Le fait de voir Hugo se rendre à la police, de savoir qu'il allait devoir faire face à la justice m'arrachait le cœur. Je l'avais vu grandir, j'avais tout sacrifié pour lui. Mais maintenant, il devait payer. Et dans ce processus, je ne pouvais plus être sa mère. Je devais être sa juge. Le procès eut lieu 1 mois après son arrestation. J'y étais, assise dans la salle d'audience, seule. Même Laurent Dumas avait été arrêté et ses actions avaient été mises à jour. Il avait tout manigancé dans l'ombre, manipulant Hugo comme un pantin. L'ensemble de l'histoire était exposé. La falsification des ordonnances, les préparations de l'accident simulé et la tentative de m'empoisonner pour récupérer mon assurance vie. Le procès était l'occasion de comprendre l'ampleur de ce que j'avais vécu. Mais ce qui me frappait le plus, ce n'étaient pas les témoignages, ni les preuves accablantes. C'était le regard d'Hugo, baissé, honteux. Je l'avais vu des centaines de fois, pleurer, enfant, lorsque quelque chose ne se passait pas comme il le voulait. Mais ce regard-là, c'était un regard d'un homme qui savait qu'il avait perdu sa mère pour toujours. Le verdict est tombé rapidement. Hugo était condamné à 5 ans de prison pour tentative de meurtre et complicité dans le complot. Laurent, quant à lui, écopait d'une peine similaire, mais avec des charges plus lourdes en raison de ses antécédents. Quand le juge a prononcé la sentence, j'ai eu l'impression que le monde autour de moi s'était arrêté. C'était un soulagement, bien sûr. Un soulagement d'avoir fait ce qui était juste. Mais en même temps, c'était la fin de tout ce que j'avais cru savoir sur la famille, sur l'amour maternel. En sortant de la salle d'audience, j'ai croisé le regard de mes petits-enfants, Clara et Julien, qui étaient venus avec leur père. Ils étaient encore jeunes, innocents, incapables de comprendre. Mais je savais que, d'une manière ou d'une autre, ils devraient apprendre cette vérité, que parfois la famille peut être la source de la plus grande douleur. Quelques mois après le verdict, Hugo purgeait sa peine dans une prison du département.
Je n'avais pas encore eu le courage de lui rendre visite, même si l'idée de le voir derrière des barreaux me hantait chaque jour. Mais j'avais pris une décision. Il fallait que je le fasse. Pour lui, pour moi, pour ce que nous avions perdu ensemble. La prison était un endroit sinistre. Les murs en béton, les portes métalliques, les visages fermés des gardiens. Tout semblait conçu pour vous rappeler que, dans ce lieu, il n'y avait aucune place pour l'espoir. J'ai attendu, dans une petite salle d'attente, le cœur battant, jusqu'à ce qu'on m'indique que l'entretien était prêt. Lorsque Hugo est apparu dans l'encadrement de la porte, j'ai failli m'effondrer. Il était méconnaissable. Sa silhouette s'était affaissée, son visage était peint marqué par la douleur et la fatigue. Mais c'était surtout ses yeux qui m'ont frappé. Ses yeux pleins de remords et de honte, mais aussi d'une peur profonde, celle de savoir qu'il avait perdu tout ce qu'il avait. Et surtout, qu'il m'avait perdu. Il s'est assis lentement sur la chaise en face de moi. Il ne savait pas quoi dire. Et moi non plus. « Maman » murmura-t-il d'une voix brisée, à peine un souffle. « Je suis désolé. Je comprends pourquoi tu m'as fait ça. Je comprends maintenant. Je me suis perdue. J'ai baissé les yeux. Le voir là, dans cet endroit, m'éprouvait d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'avais cru que la douleur de sa trahison serait plus forte que tout. Mais en le voyant ainsi, cette douleur m'a laissé place à un sentiment de résignation. Ce n'était pas la vengeance qui comptait. Ce n'était pas le châtiment. C'était la reconstruction. La possibilité d'un nouveau départ. Hugo, tu m'as détruite. Mais je t'ai aimé malgré tout. Parce qu'être une mère, c'est aussi accepter de perdre. Et accepter qu'un jour, la rédemption ne vienne pas de moi, mais de toi. Il pleurait. Et pour la première fois, je n'ai pas eu envie de le prendre dans mes bras, parce que j'avais compris une chose essentielle. Il ne pouvait plus revenir en arrière. Il devait se sauver lui-même. Je vais essayer de reconstruire. Si je peux, maman, si tu veux bien me laisser une chance. Je l'ai regardé, sans sourire, mais avec une lueur d'espoir dans mes yeux. Je ne sais pas, Hugo. Je ne sais pas si je peux encore te faire confiance. Mais peut-être qu'un jour, on pourra recommencer à se parler, comme avant, un jour. Il hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. Il savait que ce peut-être était tout ce qu'il avait. Et il devait le saisir, comme une bouée de sauvetage dans la mer de sa culpabilité. Le temps a passé comme il passe toujours, implacable, sans pitié. Les mois se sont écoulés depuis cette visite en prison et, bien que la douleur se soit atténuée, il n'a jamais disparu. La trahison reste une cicatrice profonde, mais elle s'est transformée en une leçon que je devais transmettre. Pas seulement à Hugo, mais à tous ceux qui viendraient après. Clara, Julien, peut-être même à moi-même. Un jour, je suis retournée à l'audience de Hugo. Il était un autre homme, ou du moins il semblait l'être. Il m'a écrit plusieurs lettres, où il exprimait sa gratitude pour le peu de pardon que je lui avais accordé. Il avait pris un chemin difficile, une voie pleine de doutes et d'incertitudes, mais il ne m'avait pas oublié. Il avait compris, enfin, ce que l'amour véritable signifiait. Pas celui qu'on exige, mais celui qu'on donne, sans condition. Je me suis assise dans la petite salle où je l'avais vu pour la première fois en prison. Il n'y avait pas de larmes cette fois, mais il y avait quelque chose de plus important. Un début de reconstruction. Pour lui, pour moi, pour notre famille. Je savais que le pardon n'était pas un bouton que l'on appuyait, mais plutôt une graine qu'on plante, qu'on nourrit, qu'on laisse grandir. Ce n'était pas un acte magique qui effacerait tout, mais c'était un début. Quand j'ai pris la décision de renouer, de le soutenir dans sa réhabilitation, j'ai compris que ce chemin ne serait pas sans obstacle. Mais il y avait un sentiment apaisant, presque libérateur, dans l'acte de pardonner. Non pas pour lui, mais pour moi. Parce que l'amour inconditionnel ne signifie pas accepter l'inacceptable. Il signifie, parfois, savoir quand il est temps de laisser partir ce qui nous détruit pour laisser place à une vérité plus douce.
celle que, même brisée, nous avons toujours la possibilité de guérir. Aujourd'hui, les enfants grandissent. Hugo purge encore sa peine, mais il a trouvé un emploi en prison et il a commencé à reconstruire sa vie petit à petit. Il m'écrit chaque mois, pas pour demander pardon, mais pour m'expliquer qu'il est en train de changer. Et peut-être, juste peut-être, qu'il aura un jour une autre chance de me montrer qu'il est digne de l'amour que j'ai toujours eu pour lui. Je me tiens ici, dans mon appartement tranquille, avec une certaine paix intérieure. Ce que j'ai traversé n'est pas facile à digérer, mais j'ai appris une vérité précieuse. On ne peut pas tout contrôler. Parfois, il faut accepter ce qui vient et se donner la liberté de pardonner, même quand la douleur est encore là. Parce qu'en fin de compte, le pardon n'est pas un cadeau pour l'autre. Il est un cadeau que l'on se fait à soi-même.